Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne l'ensemble de la planète, qui concerne vraiment tous les êtres humains, c'est bien évidemment la situation de cette planète. Plus précisément, euh, le sujet vraiment en ce moment qui prédomine, qui est le point culminant de cette situation de cette planète en ce moment, c'est bien évidemment ce qui se passe au parc national de Yellowstone et ces récents centaines de tremblements de terre très inquiétant qui peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave, bien évidemment. Alors, le parc national de Yellowstone, il faut savoir ce que c'est et pourquoi il y a autant de tremblements de terre. C'est tout d'abord un super volcan endormi. N'oubliez pas qu'un volcan est la résultante de la montée d'un volume de magma, puis de l'éruption d'une partie de ce magma. Alors, il est situé au niveau des montagnes rocheuses, en Amérique du Nord. Les montagnes rocheuses est une chaîne de montagnes qui est aussi la résultante de la collision entre deux plaques, plaque nord-américaine et la plaque océanique Farallon, il y a environ 70 millions d'années. Alors, bien évidemment, donc, ce qu'il y a sous le parc national de Yellowstone, c'est un super volcan, et ce supervolcan est de type caldeira. C'est-à-dire qu'elle est la résultante d'une éruption qui vide la chambre magmatique, causant l'effondrement du toit de celle-ci, formant ainsi une vaste dépression circulaire située au cœur de certains grands édifices volcaniques. Voilà ce que c'est à peu près une caldeira. Alors sa dernière formation de cratère date d'il y a 640 000 ans, c'est-à-dire sa dernière super éruption. Alors cette caldeira qui est donc sous le parc de Yellowstone, qui est un supervolcan, se trouve bien évidemment aux États-Unis, dans l'état du Wyoming, et fait 45 km de large et 85 km de long. Hein, il culmine à 3142 mètres, hein, donc il est très haut. Et sa dernière éruption, qui consiste en une coulée de lave, simple, date d'il y a 3500 ans environ, hein, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que le séisme et le volcan sont des contre-coups, hein, bien évidemment, de la production de montagnes, du force de la puissance des plaques entre elles, bien évidemment, entraîne des séismes, donc des vibrations intenses et bien évidemment des volcans à cause des frictions qui donnent quelque chose de plus liquide qu'on appelle le magma, bien évidemment. Et donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est pourquoi à cet endroit-là, il y a une succession de séismes. Pourquoi il y en a autant? Et l'intégrer à une période logique, bien évidemment. Alors, en seulement 2 semaines, depuis le 12 juin 2017, les sismologues de l'USGS, parce que c'est l'organisme qui surveille les systèmes géologiques aux États-Unis notamment, et dans le monde aussi, hein, bien évidemment, un organisme scientifique qui gère tout cela, font état de 878 tremblements de terre, dont certains ont atteint la magnitude de 4,4, ce qui est quand même assez intense, ce qui représente le séisme le plus important jamais survenu à Yellowstone depuis le mois de mars 2014. Bon, alors, bien évidemment, chaque année, on a des centaines de tremblements de terre comme ça, mais là, on a quand même des pics importants. Il faut intégrer cette défaillance-là dans un système logique. Alors, les spécialistes sont formellement convaincus qu'il est improbable que cette vague de secousse réveille le volcan endormi. Mais, alors, ils ne savent pas par quel processus les supervolcans font leur éruption, car elles sont extrêmement rares. Et moi, je me pose la question, hein, c'est de savoir s'il s'agit d'un phénomène local, et à ce moment-là, on sera dans le domaine de la redondance cyclique, ou alors ces phénomènes inquiétants restent dans une logique plus globale. Et moi, c'est ce que je pense. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas isoler le problème de Yellowstone, problème beaucoup plus intense qui se passe à Yellowstone, et occulter tout ce qui reste dans le reste de la planète. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, on n'a pas que ça, hein, on a aussi des pluies intenses qui engendrent des inondations et des feux de forêt beaucoup plus intenses. Alors, ces signes apocalyptiques
ne sont pas au hasard. Apocalypse, bien évidemment, veut dire dévoilement d'une certaine situation, finalement. C'est-à-dire qu'elles sont révélatrices, bien évidemment, donc d'un certain état de la planète. Alors, il faut se poser une question. Cette planète, elle a un problème? A-t-elle un problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant d'intensité au niveau de certains phénomènes de cette planète, que ce soit tremblement de terre, forte pluie, etc. Tous ces phénomènes sont liés puisqu'elles sont en synchronicité d'intensité. C'est-à-dire qu'elles augmentent toutes d'intensité en même temps, à la même période historique. Et ce qui se passe à Yellowstone est révélateur, bien évidemment, de cette situation en accroissement d'intensité. Alors, cette planète, faut-il la considérer comme une boule de fer de nickel qui tourne? Moi, personnellement, je ne crois pas. Alors, on peut considérer que c'est un être vivant. La théorie Gaïa, c'est la théorie où les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète, sur laquelle elle se trouve, ayant son propre système d'autorégulation. Donc, cette planète est un être vivant qui a son propre système d'autorégulation, et les êtres humains ont une influence. Cela a du sens, car il y a une véritable crise de confiance entre les hommes, bien évidemment, on le sait, au-delà de celle économique, des licenciements de masse partout dans le monde, une pauvreté mondiale croissante, bien évidemment, et les guerres qui, bien évidemment, n'augurent rien de bon. Hein. Quant à cette homéostasie qui continue l'équilibre de la biosphère, il y a donc comme un déséquilibre. Et c'est comme cela qu'il faut constater. Alors bien évidemment, c'est de façon un peu plus spirituelle, un peu plus différente qu'une réalité scientifique de fer, de nickel qui tourne comme ça. Il y a quand même un peu plus de choses dans le fond, bien évidemment au niveau de cette planète et de cette race, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors on peut considérer, si la théorie Gaïa est valable, augmente-t-elle sa fréquence vibratoire? C'est ce qu'on peut se poser comme question, si on considère Gaïa comme un être vivant. Cette théorie, en tout cas, si on la valide, ça peut être intéressant. Est-ce qu'elle augmente sa fréquence vibratoire pour son évolution, pour sa protection, ou les deux? Sa protection par rapport à la défaillance des êtres humains, ou les deux, tout simplement, parce qu'il y a aussi le cycle de précession des équinoxes, je vais y revenir bien évidemment. Alors pour confirmer aussi la théorie Gaïa de cette planète qui est un être vivant, où il y a une intensité de fréquence vibratoire, bien évidemment, on la ressent au niveau des phénomènes terrestres, de plus en plus dévastatrices malheureusement, on a les organisations monothéistes, notamment l'islam qui préconise une prière collective, et tout ça c'est le système Gaïa. On a dans la religion chrétienne, on a la mère nourricière entre guillemets avec Marie, donc elles reproduisent les systèmes Gaïa, ou sinon de toute façon les religions ne peuvent pas fonctionner. Donc encore une fois là on a en plus une confirmation de la théorie Gaïa. Alors, bien évidemment, ceux qui sont faits des religions ne vont pas tout expliquer, mais quand même, hein, il y a quand même du fond, il y a quand même une logique, il y a quand même une cohérence par rapport à la théorie grecque. Et, bien évidemment, les anciennes civilisations, il y a quand même un lien. Et ça, c'est quand même important. Bien évidemment, il y a la vision scientifique, il y a aussi une vision spirituelle importante et à ne pas négliger quant à tous ces phénomènes, bien évidemment. Alors, cela reste problématique pour la compréhension de ces phénomènes, mais pour comprendre la structure de nous, bien évidemment, là, on repart tout d'un coup dans la science, vous voyez. Mais c'est important pour comprendre les phénomènes terrestres. Alors, la structure du noyau, les géophysiciens, pour la comprendre, utilisent les vibrations générées lors de forts séismes. Car leurs ondes réfléchissent en profondeur sur les différentes discontinuités du manteau.
Ah, c'est intéressant. Les différentes discontinuités du manteau. Je m'intéresse sur le terme discontinuité, ça m'intéresse beaucoup par rapport à ma théorie Gaïa notamment. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les ondes ne sont pas bloquées par le manteau. Cela signifie-t-il que le manteau aussi épais qu'ils le disent? Alors, ce qui est intéressant, car pour comprendre avec autant d'acuité le noyau, le noyau interne solide, eh bien, il faut qu'il y ait une réponse pour qu'ils comprennent, les scientifiques, de quoi est fait le noyau terrestre. Il faut qu'il y ait résonance, bien évidemment. Alors, ça ne peut pas être le plein de roches solides, ou sinon la résonance ne remontera pas, l'information ne remontera pas aux scientifiques. Il faut du vide dans du creux, ou sinon le mouvement est caduque. La Terre ne peut pas tourner, si ce n'est pas creux, s'il n'y a pas de creux entre le noyau et la croûte terrestre, bien évidemment. Alors là aussi, on peut considérer que la planète est grosse, c'est une théorie. Mais bon, les scientifiques le prouvent. Parce que sinon, on ne peut pas savoir de quoi est fait le noyau terrestre. S'il n'y a pas résonance, et donc il y a forcément du creux. On voit bien comment les ondes sont faites pour la réponse du matériel, du matériau, bien évidemment. Et donc cela expliquerait beaucoup de choses si on considère que la Terre est creuse. Scientifiquement, mais ça reste une théorie, malheureusement. En effet, la graine, la partie la plus interne du noyau, serait divisée en deux couches d'épaisseur similaire formant chacune des cristaux alignés différents, selon la longitude, selon la logique cardinale. Les travaux de l'astrophysicienne Giuliana Conforto le démontrent. Mais justement, on ne sait pas comment ces cristaux de fer liquide, ordonnés cardinalement, tournent plus vite que le reste de la planète. Donc ça fait penser à une sorte de centrale énergétique qui tourne beaucoup plus vite pour un autre fonctionnement. Pas pour le mouvement classique que nous connaissons. Cette vitesse est peut-être due pour faire quelque chose d'autre, pour faire d'autres fonctions, bien évidemment. Alors, comme nous n'expliquons pas le mouvement libre du cristal, eh bien, nous ne connaissons pas les causes du mouvement de cette planète. On connaît les plus connus, les trois plus connus, bien évidemment, qui est le mouvement diurne, le mouvement journalier, hein, elle tourne sur elle-même 24 heures, annuel, le mouvement annuel, qui tourne autour du Soleil, et le mouvement d'axe, la rotation d'axe, qui est la précession, qui est d'ordre tous les 26 000 ans environ. Alors, cette super vitesse du noyau, petit soleil, ou soleil central, bien évidemment, a-t-elle un lien avec le bouclier magnétique? Ce qui confirmerait la résonance, bien évidemment, et la communication entre notre surface et le noyau. Moi, je pense qu'il faut bien évidemment un corridor. Si on a une vision, un corridor entre le soleil central et le bouclier magnétique. Donc, il faut un corridor, il ne faut pas du manteau. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le magnétisme ne fonctionne pas. Et donc, pour que cela fonctionne, il faut un corridor pour que le magnétisme fonctionne, pour que cette vitesse puisse faire fonctionner le bouclier magnétique. Alors, l'organisation énergétique qui est structurée de cette planète nous aide hein, dans le comportement civilisationnel pour nous adapter au mieux avec cet astre. Mais tous ces mouvements, même méconnus, démontrent qu'elle est dans un système où elle doit se protéger avec, justement, hein, le bouclier magnétique pour y faire peut-être fleurir et pérenniser une certaine abondance. En l'occurrence, la vie, bien entendu. Son étoile, le Soleil, lui donne l'énergie extérieure nécessaire à la photosynthèse. Mais il produit aussi des vents solaires.
ce qui n'est pas propice à sa volonté d'abondance, bien évidemment. Et donc, c'est là où nous nous trouvons face à l'intelligence, ce qui confirme ma théorie Gaïa. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence. On est dans un système où on est content de recevoir de la lumière pour donner de l'abondance, mais binairement, mais c'est de l'intelligence quand même. On se protège, car il faut se protéger de son plus inutile au Soleil. C'est-à-dire le vent solaire. C'est le plus inutile pour cette planète. Il faut se protéger, même si on est dans le système, ou prendre de ce qu'on a besoin, tout simplement. Et donc, c'est là l'intelligence de Gaïa. Elle est là l'intelligence de cette théorie. La validation ultime. Finalement, l'influence des corps célestes est donc très importante. Voilà pourquoi il faut intégrer cette planète dans une réalité plus globale, en l'occurrence, le système solaire. Pour mieux comprendre ces phénomènes de plus en plus désastreux. Voilà. Bien évidemment, on sait que c'est creux, ça fonctionne voilà, comme une sorte de centrifuge magnétique, mais il y a autre chose. Il y a des phénomènes magnétiques, d'attraction, etc. Il y a plein d'autres choses à comprendre. Il ne faut surtout pas isoler cette planète. Elle est dans un système et toujours dans la contrainte. On constate bien évidemment des déjections solaires, donc des déjections coronales, je dirais, très puissantes, ce qui peut affaiblir justement le bouclier magnétique, généré justement par les mouvements au sein du noyau. C'est confirmé par les scientifiques que le bouclier magnétique est généré par les mouvements au sein du noyau. Donc ce qui confirme le corridor pour faire fonctionner le bouclier magnétique. Sinon ça ne peut pas fonctionner. Et ça valide donc la Terre creuse. Parce qu'il y a résonance du matériau. Bien évidemment, ces déjections coronales sont soumises, le bouclier magnétique est à cause des déjections coronales est soumis à rude épreuve, causant l'intrusion brutale et massive de particules énergétiques, provoquant la perturbation de certains mécanismes de cet astre. Alors, elle a aussi un relationnel électromagnétique, bien évidemment, avec les autres astres du système solaire, du fait de leur force de gravité en commençant par son étoile, le Soleil, bien évidemment, et le satellite de la planète Terre, la Lune. Alors, il y a aussi d'autres planètes dans le système solaire. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes de Mars, qui sont d'autres types de planètes gazeuses et qui ont aussi un phénomène attractionnel avec cette planète. Bien évidemment, tout est lié. Hein. Toutes les planètes sont liées au Soleil et donc elles ont forcément des liens entre elles quand elles sont alignées. Moi, je m'intéresse plutôt au système Soleil-Terre-Lune, bien évidemment, parce que c'est quand même un peu plus compliqué que toutes les autres planètes du système solaire. Mais c'est bien évidemment ces trois astres-là qui vont nous intéresser pour comprendre aussi ces phénomènes. Alors, on ne sait pas tout. Hein. En globalité du système solaire, on voit bien qu'il y a une logique binaire. Et il y a aussi des systèmes d'étoiles binaires dans les galaxies. Bien évidemment, on ne nous dit pas tout, on ne sait pas tout. C'est un des deux. Mais bien évidemment, il faut bien surveiller le système solaire et ses astres. On en a découvert à travers le temps. Hein. On a découvert Pluton, Oméa, Makemake, d'autres planètes du système solaire. À partir du moment où on a découvert ces planètes, elles ont un autre plan d'écliptique que les autres planètes du système solaire bien alignées. C'est quand même un point intéressant à ne pas négliger au niveau de la logique attractionnelle entre les astres. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces trois astres, parce que ce sont les plus proches, celles qui ont le plus d'influence par rapport à cette planète bien évidemment. Donc lorsqu'elles s'alignent, c'est-à-dire la Terre, le Soleil et la Lune, on appelle cela CGD. Cela provoque une synergie électromagnétique où l'influence de ces corps célestes s'additionne.
Plus précisément, pour la Terre, c'est force d'attraction conjuguée de la Lune et du Soleil. Surtout lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, bien évidemment. Sur un même plan d'écliptique, cela provoque des marées très hautes et terrestres aussi terrestres, qui peuvent déclencher des tremblements de terre de forte magnitude. Car bien évidemment, l'attraction lunaire, voire même solaire, attire toutes les particules, pas que celles qui sont composées d'eau, celles aussi terrestres, bien évidemment. Je vous parle d'alignement planétaire, car cela est aussi à mettre en corrélation avec tous ces phénomènes. Bien évidemment, ce sont des phénomènes amplificatoires. C'est une évidence. Ce type d'événement, qui est cette syzygie, pourrait évidemment donc incroître des actes, et c'est ce qu'on appelle l'éclipse. Mais l'éclipse, bien évidemment, il faut que la Lune soit positionnée de façon écliptique pour qu'elle puisse cacher la Lune. Alors, bien évidemment, ma volonté est d'informer l'autre, au vu de tous ces périls croissants. On ne peut pas rester là à se dire tout va bien. Il faut regarder les phénomènes des astres, ce qui se passe. Il y a une recrudescence, il y a plein de choses à relier, bien évidemment, l'humanité, une certaine vision spirituelle de l'astre. Il ne faut surtout pas la mettre de côté. Donc, tout est à mettre en synchronicité ensemble pour comprendre les phénomènes. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut quand même alerter les populations, car il y a vraiment une possibilité de risque majeur, car nous avons date du 21 août 2017, justement, une éclipse totale du Soleil. Alors, certains d'entre vous vont me dire, bon, et alors, finalement, une éclipse, justement, c'est un phénomène amplificatoire, justement. Car les attractions réciproques de ces trois astres alignés varient, ce qui peut atteindre des pics importants pendant quelques heures durant les éclipses et générer des tensions très fortes sur la croûte terrestre. Alors, bien évidemment, il peut aussi se produire les jours suivant l'éclipse, des phénomènes climatiques, géologiques, tels que tremblements de terre. Ce qui a créé un tel niveau de synchronicité, alors de notre point de vue terrestre, cette éclipse totale correspond à une période de nouvelle lune, lorsque la lune, comme je disais, se trouve entre la Terre et le Soleil, mais aussi se trouve dans des points appelés nœuds, là où l'orbite lunaire croise l'écliptique. Alors, avec cet événement amplificateur qu'est l'éclipse en elle-même, s'ajoute à cela son passage géographique. Voilà pourquoi je vous parlais de Yellowstone, parce qu'on a des centaines de tremblements de terre, mais il passe à une centaine de kilomètres, ce qui peut grandement amplifier l'attraction et la perturbation au niveau des particules, à partir d'un étroit corridor, bien évidemment, traversant tous les États-Unis, au niveau de cette éclipse du 21 août 2017. Au passage, bien évidemment, on devrait battre le record d'observateurs, bien évidemment. Alors, le problème, c'est que cet étroit corridor, comme je disais, passe malheureusement sur les failles géologiques, comme New Madrid, Yellowstone ou Cascadia, ce qui est très dangereux. Et il faut en être conscient, bien évidemment. De plus, Yellowstone est très haut, est une chaîne montagneuse, et donc qui la rapproche de l'attraction lunaire, qui est le 3/5 de l'attraction totale, de la force totale de l'éclipse, qui de plus attire la croûte terrestre de 40 cm, ce qui est très alarmant. Alors, c'est un sujet absolument fondamental à suivre, bien évidemment, car ce focus sur Yellowstone concerne non seulement l'État, mais surtout une phase importante globale du système solaire. C'est une affaire à suivre. Nous devons tous d'être sensibles à notre condition de vie dans cet écosystème,
de nous avertir, de nous informer les uns les autres, pour une meilleure compréhension de la nature, et ainsi favoriser notre éveil, parce que c'est le plus important. Je vous remercie de m'avoir suivi.